Damien, ça va? Salut, ça va très bien toi? Absolument. C'est le 2e épisode de notre série La Pléiade. Il faut que je trouve un bruit, il faut que ça soit cool quand je dis ça, parce que je vais trouver des vieux bruits de Star Trek, je pense. Il faudra trouver comme un bruit, je sais pas, très divin comme oh! Comme on dirait en québécois, on se crée pas pantoute. Pas pantoute. Pas pantoute. Fait que si vous avez écouté le premier épisode, parfait, parce que ça va vous donner une idée de ce qu'on essaie d'accomplir. Si vous n'avez pas écouté le 2e épisode, Damien, en comme 1 minute, comment est-ce que tu décrirais ce qu'on est en train de... ou ce qu'on essaie d'accomplir? Non, excuse-moi, ce qu'on va accomplir. Ce qu'on va accomplir avec les podcasts de la Pléiade, c'est tout simplement amener tous les hommes qui écoutent nos podcasts à chercher en eux le meilleur de ce qu'ils peuvent devenir en tant qu'hommes. Donc, ce qu'on veut amener ensuite avec la Pléiade, c'est amener chacun à réfléchir sur toutes les manières qu'il peut avoir d'agir d'une meilleure manière à tous les jours, juste pour lui-même, pour être un meilleur homme, pour être un meilleur mari, meilleur chum, meilleur ami, meilleur collègue de travail, tout simplement être un meilleur homme. Une chose que je voudrais mentionner aussi, c'est qu'on a commencé un groupe qui est maintenant, tu disais qu'il est privé, il n'est pas cherchable, le groupe, présentement. Non, c'est ça. Actuellement, sur Facebook, c'est un groupe secret. Ouais. Il n'y a rien de secret puisqu'on en parle. Mais c'est simplement le fait qu'on ne peut pas trouver ce groupe-là en le cherchant. Prochainement, dans les prochaines semaines, voire prochains jours, on va le mettre non pas secret, mais privé. Ouais. Donc, on pourra le trouver sur Facebook et simplement demander d'y accéder. Par la suite, il faudra rester attentif. Dès qu'on va pouvoir se réunir à nouveau, il y a des événements qui vont se faire. On va se rencontrer dans les Seeker Lounge, dans des restaurants, dans des bars, peu importe, pour continuer à avoir ce genre de discussion-là qui tourne sur la néo-masculinité. Donc, encore une fois, les gens qui se posent la question, c'est quoi la néo-masculinité? On en parle dans le podcast précédent qui présente la Pléiade. Ceci dit, le groupe, en gros, on va juste essayer de former un groupe de gars qui veulent continuer le style de conversation qu'on a sur le podcast, par exemple, qui veulent amener des nouveaux sujets, même des nouveaux sujets de podcast. Ça serait cool aussi d'avoir ce style d'interaction-là. On veut vraiment que ça soit interactif, qu'on soit capable de parler aux personnes qui veulent participer. Puis honnêtement, l'idée, c'est vraiment de former un groupe qui vont éventuellement se rencontrer, même peut-être former des petits groupes dans des villes que eux vont se rencontrer. En tout cas, l'idée est vraiment de créer une plateforme qu'au travers des podcasts, vous pouvez nous entendre parler, puis à partir de là, de créer une autre page qui est attachée à cette plateforme-là qui va permettre aux gens de se parler dans un groupe privé sans avoir peur. Toutes les choses que vous avez peur de poster sur votre feed, parler à vos parents, votre famille, votre femme, vos enfants, peu importe c'est quoi, ça va être la plateforme parfaite pour en parler. Exactement. Vous avez soit quelque chose à apprendre à quelqu'un ou quelque chose à apprendre de quelqu'un. Puis il y a pas de. Puis une autre chose, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, là, c'est une chose que je veux rementionner, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Que vous ayez 16 ans, que vous n'ayez 65, ça n'a aucune différence. Malheureusement, c'est sexiste, là, ce qu'on va dire, mais c'est la seule chose qu'on demande, c'est on va juste accepter des hommes. C'est vraiment un groupe d'hommes. On va essayer de recréer un petit peu la fraternité qu'on voyait même qui est encore présente de la 100 ans, mais qui n'existe plus vraiment de nos jours. Une autre chose qu'il faut mentionner souvent, si vous écoutez les podcasts de Relax Just Love, souvent je vais vous avouer, quand je commence les podcasts, j'ai pas vraiment d'agenda. Là. Je rentre, je parle avec quelqu'un, j'ai une très bonne idée de ce qu'ils font, je sais comment manipuler la conversation. Pas manipuler, mais diriger la conversation pour qu'elle aille à quelque part. Puis c'est normalement beaucoup de freestyle. Une chose qui va être très différente des sujets de la Pléiade, c'est que Damien et moi, avant le podcast, on s'assoit, on décide de quoi on veut parler, il va y avoir des sujets. C'est une raison pourquoi si vous regardez, si vous avez le vidéo, vous pouvez voir ça à la TV. Mon laptop est connecté, puis ça me permet de sortir des statistiques, de sortir, parce que c'est des sujets qui seront pas freestylés, qui ont beaucoup de matière, puis c'est important d'avoir les vrais chiffres. Puis si vous regardez le vidéo, vous êtes capable de les voir sur l'écran. Fait que je sais pas si tu avais de quoi ajouter là-dessus. Très belle introduction, mon cher. Bang!
épisode de Damien, c'est fort en Chris, ça arrive pas souvent. Quelques petites fautes de français, mais je peux pas t'en vouloir. Fait qu'en gros, aujourd'hui, fait que le premier épisode, on a fait une introduction d'une heure à peu près de ce que vous pouvez vous attendre dans la Pléiade. C'était quoi l'idée? Parce qu'originairement, ça a été parti en vrai, c'était fait en personne. Exact. Là, on veut utiliser la plateforme de Relax Just Love pour pousser ça vers une plateforme virtuelle jusqu'à ce qu'on puisse se rencontrer encore. Fait que dans le fond, si vous voulez savoir plus de détails, écoutez le premier épisode. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de parler d'un concept qu'on appelle le Red Pill. Mm-hmm. Oui, ça vient, c'est vraiment quelque chose qui a été pris du film Matrix. Damien est vraiment, il adore parler de ça, fait que tu sais quoi, je vais te lancer la balle, puis je te laisse en parler. Mais effectivement, tu as tout à fait raison. Le terme Red Pill vient de la scène de Matrix où Morpheus donne le choix à Neo de continuer à vivre dans la matrice, donc c'est-à-dire de voir le vrai monde tel qu'il est, ou alors de continuer à vivre dans le pays des rêves et retourner à sa vie précédente sans avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé. Donc, s'il choisit la réalité, il prend la pilule rouge. Mm-hmm. S'il choisit la fausseté de la vie, c'est la pilule bleue. Mm-hmm. Donc, tout le mouvement du Red Pill, c'est un petit peu exactement cette analogie-là, dans le sens que c'est lorsque tu te rends compte que beaucoup de notions que tu as, des axiomes qu'on répète à longueur de journée, sont fondamentalement faux ou alors biaisés d'une telle manière à ce que ça enlève tout sens à la réalité. Il y a un très bon YouTuber que je conseille à tout le monde qui s'appelle d'ailleurs Coach Red Pill. Le monsieur s'appelle Gonzalo Lira, c'est un Chilien. Mm. Et il donne une excellente analogie à ce que c'est le Red Pill. Donc, imaginez que tous les jours, vous écoutiez les nouvelles à la TV. D'accord? Pourquoi est-ce que vous écoutez les nouvelles à la TV? C'est simplement parce que vous faites confiance à la chaîne ou au journaliste pour que celui-ci ou celle-là vous donne l'heure juste. Vous cherchez l'information. Exactement, vous cherchez l'information. Mm-hmm. Exactement, il y a un sentiment de confiance. Absolument. D'accord? Toutefois, il y a toujours un très léger décalage entre ce qui est dit et la réalité. Ouais. Ça, il n'y a pas à se battre contre ça, c'est tout à fait normal. La réalité est jamais retranscrite de manière à 100% accurate, donc elle n'est pas 100% fiable. Ouais. Exact. C'est tout à fait normal. Donc, gardons en tête ce petit écart entre la réalité et le discours. Maintenant, le fait de regarder la télévision tous les soirs pour avoir les nouvelles, c'est un petit peu comme regarder l'heure juste. Donc, lorsqu'on regarde sa montre et qu'on voit qu'il est midi, on s'attend à regarder dehors pour voir la réalité et voir le soleil à son zénith. Hop, le soleil à son zénith, ça a commencé. Tout en haut, OK? Là où il n'y a pas d'ombre. Maintenant, le décalage, donc le gap, lorsque celui-ci devient de plus en plus grand, c'est-à-dire lorsqu'il y a de plus en plus d'écart entre la réalité et le discours que l'on voit, donc l'heure soi-disant juste, c'est exactement comme si on regardait sa montre, c'est-à-dire la TV, et ils nous disent il est midi, et on regarde dehors, puis il fait nuit noire. Mm. Là, on se dit, attends un peu, ouais. Il y a un décalage. Ouais, ça match pas. Exactement. Bon québécois. Lorsqu'on commence à ensuite regarder pourquoi est-ce que ça marche pas, là, on fait ce qu'on appelle, on tombe dans le rabbit hole. Ouais, puis ça, l'analogie vient d'Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles. Elle mange un mushroom puis qu'elle suit le lapin dans un trou. C'est avant qu'elle mange le mushroom. Ouais, c'est quand elle est dans le trou qu'elle mange le mushroom. Mais c'est vraiment, c'est un trou noir. C'est comme un vortex, là, dans le fond. Là. Exactement. Ouais. Donc, c'est effectivement assez dangereux de tomber là-dedans. Il y a des bons côtés, mais il y a aussi les côtés sombres. Le côté sombre, c'est de descendre bien trop loin dans le rabbit hole et laisser son cerveau agir en tant qu'interprétateur de tout ce qui nous entoure. Et ça peut être très facile de tomber dans
tout ce qui est conspirationniste. Ouais, mais c'est une fine ligne. Ah, De pas avoir absolument. De pas avoir d'informations puis d'en avoir trop à plus savoir quoi en Exactement, faire. puis c'est tout à fait normal. On regarde les nuages, on voit des visages, ça s'appelle la pareidolie. Le cerveau fait exactement la même chose lorsque on voit à la télévision que un mensonge X ou Y, Ouais. et lorsqu'on lit plein d'autres informations qui sont extrêmement fiables, qui disent absolument le contraire. Ouais. Donc voici ce qu'est le Red Pill. Moi personnellement, j'ai eu plusieurs événements qui m'ont amené à ce phénomène-là. Un des plus marquants, l'été 2016, je suis allé 2 semaines en Israël. Oh boy, ça là, c'est un rêve que ça j'adorerais aller là. Il y a plein de gens qui m'ont dit, Damien, t'es malade de faire ça, ça va Ouais. pas bien là-bas, Ouais, tu vas te faire attaquer. Mm-hmm. Bullshit. Bullshit. Ouais, bullshit. Vraiment, là. Bullshit. Ouais. J'ai découvert un pays multiethnique. Ouais. Des gens qui sont fiers d'être israéliens, qu'ils soient chrétiens, juifs ou arabes. Ouais, pas d'importance. J'ai discuté avec des musulmans israéliens qui, de leur plein gré et consentement, ont appliqué pour rentrer dans l'armée d'Israël pour défendre leur pays. Fait que dans le fond, fait que t'es en train de parler que normalement on assume qu'ils viennent tous de la Palestine puis que n'importe qui est musulman est contre Israël. Exactement. Ce qui est complètement faux. Ah, j'ai un ami qui est israélien puis il me l'a conté. Il vient de là, ça fait juste comme 7-8 ans qu'il est ici. Il me l'a expliqué, il a fait l'IDF, t'as pas le choix de toute façon de faire l'armée israélienne. En tant que juif, oui. Mais lorsque tu es musulman, tu as le choix. Fait que, oh, really? Absolument. Fait que c'est en fait, les juifs, t'as pas le choix. Les juifs, t'as pas le choix. Ah, but that's OK. Effectivement. That's interesting. Ouais. Ça, c'est bizarre, je savais pas ça. OK. Mais en tant que musulman, tu as le choix. Hein? Est-ce que c'est toujours le cas maintenant? Ouais. Je sais que les musulmans à qui j'ai parlé là-bas avaient le choix. Avaient le choix à l'époque. Et puis sont-ils assez belles, les Israéliennes? Disons que c'est un mix ethnique assez intéressant. T'as des filles qui ont la peau brune avec les yeux bleus. Ouf! Désolé, j'ai un problème avec les femmes. J'adore les femmes, c'est mon problème. Fait que pourquoi que tu dis que c'est un Red Pill moment? Red Pill moment parce que je me suis rendu compte du décalage flagrant entre la réalité que je voyais et le discours que l'on voit, que l'on peut entendre à la radio, à la TV, comme quoi c'est vraiment une zone où il y a des attentats non-stop. Ouais. Et aussi dans l'imaginaire des gens, lorsque tu dis « je m'en vais en Israël », fais attention, Damien. Ouais, c'est violent, c'est super violent. Là. Ouais. Je me suis jamais autant senti en sécurité en Israël. Faut comprendre aussi que... Mais c'est vrai que, vu que l'armée est obligatoire là-bas, ce qui est, je pense, une chose extraordinairement bonne. Ça va être un autre... Effectivement, un autre podcast. Mais le fait d'avoir des gens qui font le service militaire armé partout, on pourrait penser que ça crée un sentiment d'insécurité. Au contraire. T'as une expression américaine qui dit qu'une société armée est une société respectable. C'est... Poli. Ouais, une société polie, merci. Ouais, polite. Yeah, c'est ça. Une société armée est une société polie. Deuxième Red Pill, exactement à la même période. En 2016, tu dis, en 2016, la campagne présidentielle. Oh, de notre cher ami Donald Trump. Trump et Clinton. J'adore la politique. You and me both, les deux on adore. C'est une des raisons j'adore la politique et j'adore creuser derrière les idéaux politiques, derrière les actions que chaque personne prenne en politique et l'histoire de chacune des personnes qui sont en politique. Donald Trump, moi je le connaissais comme tout le monde avant qu'il se présente à la présidence. Comme un artiste, comme quelqu'un de télévision, puis le livre là, que je me rappelle jamais du nom qui est sorti. Là. Même pas au niveau de télévision, c'est vraiment juste en fait businessman. Là. Moi, je vivais pas en Amérique du Nord lorsqu'il était à la télé ici. Moi, j'ai jamais vu, j'ai jamais vu ce côté-là de lui. Je comprends. Mais le businessman, effectivement, oui, je connais et il suffit que tu creuses un petit peu dans l'histoire de New York des années 80-90. Il y a 2 noms qui ressortent, Giuliani et Trump. Si les gens amis aujourd'hui. Si les gens adorent New York maintenant, c'est grâce à eux.
c'est grâce à ces deux personnes-là qui ont vraiment crissé la mafia dehors et qui ont fait de New York la belle ville qu'elle est aujourd'hui. Qu'elle était, effectivement. qu'elle est plus. Parce qu'on parle des années 90. Ouais. Effectivement. Ouais. Donc, le moment Red Pill de cette période-là, c'est simplement lorsque j'écoutais CNN qui se disait... Mais écoute, j'avais aucun pressentiment pour CNN. Pour moi, c'était une source d'information tout à fait fiable. Ouais, comme la plupart du monde qui écoute CNN. Lorsque je voyais le panel de journalistes qui étaient présents pour faire leurs interventions, ouais. Je voyais que c'était l'extrême opposé de Fox. Ouais, Fox, lorsqu'ils ont des journalistes pour faire des interventions, il y a généralement 5 ou 6 journalistes. Ouais. Il va y avoir 5 républicains, ouvertement républicains, et 1 ouvertement démocrate pour se prendre toutes les balles. Ouais, okay. Ça c'est un showdown. OK. Le problème, c'est que... Mais c'est pas le problème, c'est que le fait est que Fox annonce ses couleurs. Mm-hmm. Ils sont ouvertement conservateurs. Ouais, ils n'essayent pas de cacher leur opinion politique. Ouais. Absolument, c'est voici notre opinion. Ouais. Non, voici la nouvelle et voici notre opinion sur la nouvelle. Et voici ce qu'on pense. Ouais. En contrepartie, il y avait effectivement CNN qui n'affichait pas ses couleurs et qui disait être la source de vérité ultime dans le journalisme. Ouais, comment est-ce que tu appelles la différence? Comment tu appelles ça? C'est un morceau d'opinion qui est Fox, puis tu as un morceau de journalisme. Mais ça n'existe plus, le journalisme, de toute façon. Le vrai journalisme n'existe plus. Effectivement. Parce que maintenant, on parle juste de journalisme d'opinion. Ouais, c'est ça, exact. Et donc, ce panel de journalistes-là sur CNN était composé de manière complètement inverse. C'est-à-dire qu'il y avait uniquement des démocrates qui faisaient attaquer Trump, enfin, qui ne faisait que attaquer Trump jour et nuit. Ouais. Et il y en avait un seul qui mettait un petit peu d'eau dans son vin en disant « Ah, mais peut-être que... » Donc là, tout de suite, je me suis dit « OK, on se fie à un média qui est soi-disant non seulement fiable, mais aussi impartial, quand clairement je vois que ce média-là a pris parti. » J'ai regardé ensuite ce qui se passait à MSNBC. Je me suis dit, attends, c'est exactement la même chose. Ouais. Donc là, on est complètement plus dans le journalisme, comme tu dis. On est dans l'opinion. Nous donnons de l'opinion. Et c'était clairement Clinton est notre candidat. En gros, ce que tu dis, c'est que vraiment, la problématique n'est pas que le fait qu'ils partagent leur opinion. Le fait, c'est qu'ils s'affichent comme Absolument. Si c'était pas une opinion, puis c'était un fait. Moi, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème à ce que quelqu'un affiche ouvertement ses couleurs et dise « Je trouve que ça, c'est de la bullshit. » J'aime pas Trump, j'aime pas ci, mais au moins, affirme-toi, mais essaye pas de cacher ça comme si c'était la réalité. Et donc, le problème, tu as dit cacher quelque chose, je voyais qu'il y avait énormément de choses qui n'étaient pas cachées, mais qui étaient complètement omis de la campagne de Clinton, qu'on a vu exactement dans la dernière campagne. CNN ainsi que tous les autres du bord de Biden ont complètement omis de parler des problèmes de tous les courriels et photos du fils. Laptop de son fils. Et il y a eu un sondage dernièrement qui a été fait par, je pense que c'est Pew Research, qui est un sondeur de gauche, qui a demandé à tous les voteurs de Biden qu'ils avaient au bout du fil, de dire si vous aviez... Non, est-ce que vous étiez au courant de tous ces scandales concernant Biden? Je pense que c'est 70% n'avaient aucune idée. Ouais, parce qu'il en parle juste sur Fox. Exactement. Ouais. Et est-ce que si vous aviez été au courant, vous auriez changé votre vote? 40% auraient dit ouais, je pense. Puis c'est gros, là, quand tu considères qu'il a perdu... Ben, il n'a pas perdu encore, là, mais en tout cas... C'est énorme. Ouais, 40%, c'est gros en sacrament, là. Je peux peut-être me tromper. Ouais. Est-ce que c'est 40, 30, 20? Mais le pire, c'est que même si c'était 10%, ça serait un landslide. 10%, c'est gros, là. Exact. Donc, tout ça pour dire, lorsque j'ai eu ce moment Red Pill en 2016, j'étais pas pro ou anti-Trump, j'étais pas pro ou anti-Clinton, je suis devenu clairement anti-Clinton. Mm-hmm. Par la suite. Écoute, c'est... vu qu'on parle de ça, je vais en parler aussi, là, mais la façon que moi je l'ai vu, pour être franc, c'était... J'étais un petit peu dans le même bateau, là. J'étais un politicien de carrière comme Hillary Clinton, c'est ce qui est la plus grosse problématique avec notre politique. C'est vraiment quelqu'un qui est
commence comme un avocat, alors elle sait parler, elle sait faire sa recherche, c'est quelqu'un de très intelligent. Puis à partir de là, elle a passé sa vie en politique. Fait qu'elle sait exactement ce qu'elle a besoin de faire pour obtenir le pouvoir qu'elle va avoir. Je me rappelle plus qui, je pense que c'est Calvin Coolidge, ou c'est peut-être bien Reagan, peu importe. Mm-hmm. Il disait, si tu fais de l'argent en tant que politicien, c'est parce que tu es un crosseur. Ouais, puis ça, regarde qui fait de l'argent en politique aujourd'hui. Obama, là, c'était une couple de millions qu'il valait avant de sortir. Je pense qu'il était il valait comme 400 000, je pense, lorsqu'il est rentré en tant que sénateur. Il est en haut de 100 millions de dollars de sa valeur aujourd'hui après avoir été président. Exactement. Tu vas me dire qu'il n'y a pas une crosse là-dedans? Autre chose que je trouve complètement ignoble, et les gens ignorent ceci. Ouais. Il a passé 8 ans à nous dire que notre manière de vivre était mauvaise pour l'environnement. Ouais. Premièrement, que tous les gens qui avaient des trop grosses maisons n'avaient pas besoin d'avoir des trop grosses maisons, il fallait qu'ils downsize. Ouais. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait l'année après être parti après Trump? Il s'est acheté une maison de 15 millions à Martha's Vineyard au bord de la mer. Exact. Puis non seulement ça, une chose qui vaut la peine de mentionner, on va changer de sujet après, là, mais je pense que la chose qui vaut la peine de mentionner aussi, puis qui est quelque chose que les gens normaux ne savent pas, puis je suis pas. Je veux pas dire que j'étais un Trump supporter, j'étais juste contre Clinton. En 2016, exact. J'étais juste contre Clinton. Mais une chose qui vaut la peine d'être mentionnée, c'est dans l'histoire, Trump est le seul que devenir président lui enlève de la valeur. Ce gars-là fait plus d'argent. Non seulement fait-il plus d'argent à ne pas être président parce qu'il y a tellement de business puis il y a tellement de succès dans ce qu'il fait, il donne son salaire au complet en tant que président à des œuvres de charité. Puis ça, on n'en entend jamais parler. Tout ce qu'on entend, c'est comment on devrait l'haïr. Mais jamais on parle de ça. Puis comme j'ai fait un podcast avec Guillaume Boutin de Fucking Bon, là, puis il m'expliquait que pendant que les médias le détruisaient, lui, il donnait plein de nourriture aux premiers répondants. Il donnait plein de nourriture gratuitement aux autres parce qu'il est juste quelqu'un qui est dans sa communauté. Il a les couilles de dire ce qu'il pense, fait que le monde l'aime pas bien. C'est un 50-50. J'ai adoré ce gars-là, j'ai hâte de me rasseoir avec lui, mais tout pour dire que lui a vécu exactement la même chose, à un crissement de plus petit niveau, bien sûr, mais le gars donnait plein de nourriture aux premiers répondants, t'en entendais jamais parler sur les nouvelles. Tout ce que t'entendais, c'est son crise d'un nom qui est vraiment écœurant. Donc, pour en revenir à la notion de red pill, quelqu'un devient vraiment red pilled lorsque elle est consciente, cette personne-là, du gap entre le discours que l'on a à la TV ou peu importe et la réalité. Le problème, c'est que lorsque cet écart devient de plus en plus grand, c'est un des facteurs qui rentre dans la recette pour une révolution. Il y a toujours les gatekeepers, les gardiens du discours de la TV ou peu importe, sont toujours liés à un certain type d'élite dans une société. Ils en font partie absolument aussi. Là. Moi, j'ai quand même, Cooper. Dans le premier podcast qu'on a fait, j'ai expliqué que j'ai fait mon université en histoire. J'ai eu comme quasiment toute une année d'études sur la Révolution française et c'est une période de l'histoire qui me passionne. Et là aussi, il y a plein de choses qui sont red-pilled là-dedans. Il y a plein de choses qu'on pense qui sont complètement fausses. Et le pourquoi de cette révolution était encore une fois l'écart entre le discours de l'élite et la réalité du peuple était tellement grand que la révolution était irréversible. Ouais, il n'y avait plus de choix. Hein? Il n'y avait plus de choix. Les gens ne se sont pas réveillés un matin en disant « That's it. » Je pense que ça serait bien faire la révolution. Non. Ils étaient devant le fait accompli que toutes les conditions sont là pour que ça arrive. Il n'y a juste plus le choix de le faire. J'ai l'impression que pour beaucoup de gens, en 2020, va être un très gros red pill moment. C'est soit que vous allez vous reculer. Je le sais que le style de personnes qui vont écouter le podcast, c'est le genre de personnes qui sont soit qui sont en train de réaliser ça. J'espère qu'on va aider à réaliser ça, mais j'ai l'impression qu'il va y en avoir beaucoup qui l'ont déjà réalisé, puis c'est pour ça qu'ils vont l'écouter.
Mais je pense que 2020, que ce soit ce qui se passe avec la pandémie puis les restrictions qui sont mises, ce qui se passe aux États-Unis en ce moment par rapport à Biden contre Trump, qui a une grosse fraude qui s'est faite, puis sont tous en train de gagner. Ça va durer, comme on a déjà parlé, ça va durer longtemps, ça. Puis, je dis pas que l'interprétation de ce gap-là est forcément plus vraie que le discours qui est faux. Non. C'est là où il faut faire attention de ne pas tomber dans la conspiration. Absolument. Juste le fait d'en être conscient de ce gap-là et de commencer à douter de l'information qu'on nous dit. Le doute est tellement important. Il faut toujours remettre en question non seulement le discours, l'autorité et tout le monde. Ouais, tu peux pas croire tout ce que le monde dit sans avoir fait tes recherches. D'ailleurs, même toi-même, c'est très très sain de se remettre en question bien souvent. Ben, c'est un petit peu pourquoi je pense que, justement, moi, la Pléiade était excellente exactement pour ça. Tu es capable de on avait des conversations qui étaient amplement ouvertes. Il n'y a jamais eu de manque de respect. Il n'y a jamais personne qui a monté la voix. Il n'y a jamais... On est tout le temps tous partis avec on s'est tous donné une caresse avant de partir. Puis c'est tout pour dire que c'est... câlin. Une caresse. Une caresse, j'étais caressé. Hey. Mais tu sais, c'était toujours fait avec respect, mais nos idées ont toujours été débattues. Puis on a eu des gars qui étaient là, qui étaient très libérales. Il y a des gars qui étaient conservateurs. Je suis tout le temps assis à quelque part dans le milieu. Puis c'est un petit peu, j'espère que c'est ça qu'on va être capable de recréer avec le groupe La Pléiade qu'on parlait, justement, de donner une plateforme où on est capable de débattre nos idées avec du respect. Puis je vous le garantis, je suis un des personnes qui roulent la page. Je suis un modérateur, j'accepterai pas que le monde s'appelle de nom. Je veux des discussions qui sont polies, intelligentes. Je veux qu'on soit capable de parler de n'importe quoi. Right? Mais écoute, si le but de la page, c'est de devenir des meilleurs hommes, puis que tu commences à sacrer comme un gars de chantier... surtout je veux pas dire que les gars de chantier sont pas des bons gars, là, mais c'est juste une expression. C'est juste pour l'expression. Là. C'est parce que t'as un peu de travail à faire. Ouais, t'es peut-être pas rendu là encore. Mais j'ai l'impression, pour revenir à ce que je disais, que 2020 va être très eye-opener, va ouvrir des yeux de beaucoup de monde. Là. Juste les restrictions du COVID. Essaye d'expliquer ça. Puis ça, je le vois partout sur mon feed. Là. C'est rendu un 50-50. Là. Le monde sont soit... tu reconnais le genre de monde tout de suite. Quelqu'un qui porte un masque sur sa photo de Facebook, ben je vous le garantis, c'est pas le genre de personne qui va écouter le podcast. Puis là encore, c'est un point super important. C'est vrai que 2020, là, ça va allumer beaucoup de gens. Là. Mais je mets l'emphase là-dessus, il y a toujours un danger. Là. Absolument. Ça peut déraper très rapidement. Déraper dans le sens que ça a été inventé par les aliens. OK, non, c'est bon. Ou alors, c'est pour nous faire croire que la Terre est plate. Oh, attends un peu. Ben écoute, ça revient exactement à ce qu'on parlait avant le podcast, là, de savoir, on regarde le COVID. Est-ce que je suis en train de dire que le virus il a été créé pour faire ça? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Est-ce que ça me surprendrait qu'il y ait des nouvelles qui arrivent puis qui prouvent que oui, ça a été fait par exprès? Est-ce que je serais surpris? Non. Mais j'ai aucune preuve qui dise que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Mais je serais pas étonné. Mais y a-tu vraiment quelqu'un qui peut me dire qu'avec un taux de survie de 99,8%, que on se fait pas, qu'il y a pas du monde qui en profite de cette situation-là? Tu vas pas me faire croire. Ça, il n'y a pas personne, je pense, qui peut débattre qu'il y a quelqu'un. Je suis pas en train de dire que c'est le gouvernement, mais il y a quelqu'un qui a un intérêt à quelque part, d'un intérêt de contrôle, puis ces restrictions-là. Je ne crois pas que ça vient du gouvernement nécessairement, mais il y a quelqu'un qui leur tord les bras pour que ça aille là. À savoir, encore là, je pense pas que le COVID a vraiment été relâché dans la population, mais est-ce qu'il s'en sert comme... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en sert pour des mauvaises fins? C'est dur de dire non, mais j'ai pas la preuve. Il y a toujours des gens qui vont profiter de la pluie et du beau temps. Absolument. Tout le temps. Je pense que c'est des gens qui sont pas forcément malhonnêtes. Ouais, ils sont juste profiteurs. Parce que, absolument, je pense que on peut appeler ça dans le domaine financier ou le domaine business des contrariens. Ouais, ils font exprès en plus. Hein. Des contrariens sont des gens qui s'en sortent toujours dans le vent contraire. Ouais, puis ils parient là-dessus, puis ils causent le changement. Exactement, aussi. Comme les gens qui ont fait beaucoup d'argent après la crise immobilière de 2008 aux États-Unis. Parce qu'ils pariaient contre le marché.
plus ou moins, mais il y a aussi énormément de gens qui ont fait de l'argent après. Bien sûr. Moi, si j'avais été sur place en Floride, puis j'avais un cash flow non, plutôt un cash down de 100 000 à mettre. J'aurais acheté comme ça. J'aurais acheté comme 25 condos. Exact, ouais, exact. Puis aujourd'hui, je rirais en crise. Hein. Exact. Ouais. Mais encore là, c'est ça le problème. On n'est pas en train de dire que ce monde-là le font par exprès, mais c'est sûr qu'il y a du monde qui en profite. Une autre chose que je voulais qu'on parle, ça pour moi, c'est très Red Pill. Là, un petit peu, on l'approchait un peu dans le premier podcast. J'aimerais ça qu'on en parle plus là. Boko Haram est un très bon exemple de ce qui est arrivé pendant la présidence de Obama, quand les 100 filles s'étaient faites. OK, Boko Haram, toi tu t'y connais très bien, là, fait que je pense que tu peux faire une petite introduction de ce que c'est. Là. Ben, tu sais, je connais très bien, peut-être pas très bien. Là. Boko Haram, c'est tout simplement un groupe islamiste nigérien. Exact. C'est justement ce que j'ai sur la page en ce moment. Là. Exactement. Donc, leurs actions, exactement comme tous les groupes islamistes, leurs actions sont directement targetées, donc visent directement l'islamisation du pays. Ouais. D'accord? Je pense que c'était en 2014 ou 2013. C'est quelque chose comme ça. Ouais. Il y a eu un enlèvement d'une centaine de villageoises, de filles, de chrétiennes. Ce que les médias ont omis... 14 avril 2014. OK. Ce que les médias ont omis de mentionner de manière très nette, c'est que, premièrement, ces filles-là, il n'y a aucune de ces filles-là qui a été tuée. Deuxièmement, il y a des centaines et des centaines et des centaines d'hommes qui se font tuer par Boko Haram. Je ne veux pas dire tous les jours, mais tristement tous les mois. C'était 112 encore hier, une centaine. Ben, c'est pas fini encore, là. C'est ça que je regardais, justement. J'ai tenu, sont rendus à voilà 3 heures, puis on est quoi? On est le 27, le 28 aujourd'hui. Donc, pour toi, c'est quoi? 110, excuse-moi, sont morts, déjà. Fait que t'as plus de personnes, t'as 100 fois plus. T'as pas une personne, fait que t'as pas une fille qui était morte, là, t'en as plus que 110, puis ça, c'est de 3 heures, c'est pas encore fini, là. Puis t'entends pas ça nulle part. Donc, selon toi, c'est quoi le Red Pill là-dedans? Le Red Pill, en tout cas, quand il était pour moi, là, c'était la journée que j'ai réalisé que l'homme est... je pense tout le temps disposable en anglais, là, mais c'est quoi le mot français encore? Jetable. On est jetable. On n'a pas... Notre vie, en fait, d'homme n'a pas de valeur. Ça, c'était le moment Red Pill. De la journée que j'ai réalisé que je n'ai aucune valeur. Puis je dis pas ça d'une façon... Puis ça, il faut comprendre que je dis pas ça d'une façon comme si je suis en désaccord avec ça. Personnellement, je pense qu'un homme, puis tout le monde que je considère des vrais hommes, sont des hommes qui sont prêts à mourir pour leur famille, sont prêts à mourir pour quelqu'un dans la rue qui a besoin d'aide, puis ils vont aller les défendre. C'est pour ça que je pense que je dis que notre vie est jetable. C'est tout le temps nous qui vont se défendre qui vont être dans l'armée. Puis ça, je pense qu'on avait regardé, c'était comme un 90% 10 ou un 80-20. 80% hommes, 20% femmes dans les armées, mais on est jetable. Notre vie n'a pas de valeur. Tu sais, la vieille expression, les femmes et les enfants d'abord. Juste là, ça veut dire que nous autres, c'est déjà dit dans l'expression qu'on va tous mourir. Puis c'est correct. Ça, pour moi, c'est un gros red pill. Puis, à ton avis, pour toi, c'est quoi le discours de ces élites du journalisme qui te font dire, attends un peu, là, tu racontes pas des conneries, là, mais c'est ce qu'on pourrait appeler des fake news parce que c'est biaisé. Ben, écoute, moi, je pense que ça revient un petit peu au fait d'équité. Je pense que ça revient toujours au fait que, comme on a parlé, je pense qu'on a parlé sur le dernier podcast sur la différence de première vague, deuxième vague, troisième vague de féministes. Puis, comment les 2 premières vagues sont très acceptables, mais la troisième, c'est là où elle est problématique, là. D'un coup que tu veux dominer l'autre genre, c'est là que ça devient un problème.
mais qu'on croit que... Tu sais, on entend tout le temps que les hommes dominent le monde, on entend tout le temps que les femmes, on respecte pas ce qu'ils sont, leurs valeurs. Puis pourtant, quand tu regardes l'histoire, c'est tout le temps des hommes qui meurent. C'est tout le temps les femmes survivent, les enfants survivent, mais c'est tout le temps les hommes qui meurent. Donc, dans le fond, c'est un petit peu l'hypocrisie exact. De voir Exactement. 100 filles être enlevées, kidnappées, et le monde entier se prend en photo avec des petites pancartes « Bring back our girls ». Puis c'est tout à fait normal de faire ça. Absolument, je suis 100% d'accord. Mais de voir des milliers d'hommes appelés simplement des villageois et que la nouvelle passe en 5e page... Ça, c'est l'hypocrisie, absolument. T'en as plus que 110 qui sont morts déjà, puis je te garantis, quand je regardais l'autre jour, là, t'avais des centaines après centaines après centaines de différents épisodes. Puis on parle pas de v'là 15 ans, là. Je suis en train de te parler. Ils sont en train de mourir, ils sont en train de trouver d'autres morts là. C'était 90 hier quand j'avais regardé, il me semble. Ils sont rendus à 110, ça n'a pas de sens. Mais je vois pas personne, je vois pas... L'hypocrisie, pour de vrai, là, la plus grosse hypocrisie, le plus gros red pill moment que j'ai eu, je pense, c'est en regardant les acteurs. Le monde qui font partie du entertainment business. Là, le monde que les petites filles et les petits gars vénèrent comme si c'était des dieux. Hey, y a-tu plus hypocrite que ces hosties-là? Tu le sais tout de suite ils ont tellement ils vivent tellement pas dans le même monde que toi puis moi. Puis c'était tous eux autres, hein, avec leur pancarte. T'avais Michelle Obama qui avait sa pancarte. T'avais un autre centaine de femmes puis d'hommes avec leur pancarte sauver notre fille. J'ai jamais vu ces hosties-là faire la même chose pour des hommes. Pour des enfants, gars. Là. Puis on parle même pas d'hommes, là, on parle d'enfants à ce point-là. Il était à l'école catholique en train d'apprendre. Puis dans le même mood d'hypocrisie, là, sur un autre sujet, l'immigration. Ouais. Parce que tu parles de vedettes d'Hollywood ou autres vedettes. Combien ont dit qu'ils étaient prêts à accueillir dans leur maison des immigrants? C'est nous autres qui devraient les accueillir, pas eux autres. Et là, ça fait comme quelques années. Là, combien en ont vraiment accueilli? Aucun. J'ai pas les chiffres, mais je te garantis qu'il n'y en a pas. C'est... écoute, il y a un autre exemple que je voulais qu'on parle, je veux pas l'oublier, celui-là. Puis ça, c'est un qui... Ça, je vais t'avouer que c'est un qui me touche le plus, qui me fait... Personnellement, en fait, d'homme qui aime les femmes. Puis quand je dis j'aime les femmes, je dis pas que je suis pas gay, là. Je suis en train de dire que j'aime les femmes, j'aime la compagnie des femmes. On va dire ça comme ça. Est-ce que tu aimerais la compagnie de la mère de Honey Boo Boo? J'aimerais la compagnie de la mère, de la fille, de la grand-mère, peu importe. Je pense qu'un autre très gros red pill est le bias, pas l'agenda, là, mais comment contradictoire les cours sont comparativement aux hommes. On regarde, j'ai tout le temps cette histoire-là en tête. Ouais, la justice, j'ai tout le temps cette histoire-là. Il y a un gars, l'histoire, c'est ça qui est sur l'écran en ce moment. Il y a un joueur de football collégien en 2012 qui s'appelle Banks. Son nom, c'est Brian Banks. Il était une vedette, un des meilleurs joueurs aux États-Unis collégial à ce temps-là. Il y avait littéralement du monde qui cognait à sa porte pour faire signer des contrats dans la NFL. Il y a une femme au même collège que lui qui l'a accusé de viol. Le gars a fait, ça c'était en 2012, il a fait 6 ans d'emprisonnement, ou juste en dessous de 6 ans d'emprisonnement, avec 5 ans de conditions, en dessous d'une relâche conditionnelle. Fait que pour un petit calcul vite fait, 5 plus 6, c'est 11 ans. Puis ça, je parle même pas du fait qu'il a pas eu ses contrats, il a tout perdu. Ce qu'il a travaillé pour depuis... il a probablement commencé à jouer au football, donc il avait 5, 6 ans, 7 ans, puis il a joué, il a performé, il a fait l'étude en même temps qu'il jouait au football. Il a travaillé toute sa vie pour le contrat, puis je ne vais pas débattre s'il mérite de se faire payer ça ou pas, je m'en fous, là, mais il a travaillé pour quelque chose toute sa vie, puis il y a une femme qui a couché avec, qui l'a accusé de viol, qui a détruit sa vie complètement, qui l'a ruiné. Non seulement il n'a pas ses contrats, mais... Même si, tu sais, je sais pas si le monde réalise ça, mais d'un coup, tu te fais accuser de viol, là, puis que ça va dans les cours.
ton nom est terni pour le restant de tes jours. Ça te revient jamais, ça. Il y a tout le temps... T'es fini. Ouais, il y a tout le temps... Essaye d'appliquer... essaye que ce gars-là devienne un enseignant, toi. Mm-hmm. Qui veut enseigner aux enfants de faire plus attention, de comprendre que tu peux pas se faire ce genre d'histoire-là. Il sera jamais capable d'être enseignant. Mm-hmm. Parce que, techniquement, il s'est fait accuser de viol. Mm-hmm. Fait qu'en gros, ce qui est arrivé, là, après 11 ans, la femme, elle a avoué que c'était de la merde. En 2012, après 10 ans, elle a dit qu'elle avait fabriqué l'histoire au complet. Elle a fait, je pense, si je me trompe pas, elle a fait 1 an. Le gars, il en a fait plus que 10. 1 an pour avoir... Elle a fait... Ouais. Est-ce que c'est un enferme ou avec sursis? Non, ça dit en prison. C'est littéralement... Puis ça, c'est en 2018. Fait que ça l'a fourré le chien pendant un bout. Là. C'est en 2012 qu'elle a avoué avoir menti. Puis ça... On va s'entendre tout de suite que ça, c'est très hypocrite, là, d'être capable... Nous, en fait d'homme, on n'a pas ce pouvoir-là. On n'a pas le pouvoir de dire que... Puis on ne devrait pas avoir de pouvoir. Ça devrait être une justice qui est complètement aveugle. Absolument, peu importe ton sexe, ouais. Exact. Mm-hmm. D'ailleurs, l'un des seuls endroits où, peu importe qui tu es, que tu sois riche ou pauvre, homme, femme, vieux, jeune, peu importe, où tu devrais être l'égal de tout le monde, c'est devant la justice et devant la mort. Ouais, absolument. Ça devrait Parce que tristement, on n'est pas égal devant la vie. Non, on est tous nés dans différentes circonstances. Exactement. Ouais, absolument. Sauf qu'on meurt tous de la même manière. Enfin, une fois qu'on est mort, on est tous morts. Ouais. Mais on devrait... Et devant la justice, on devrait tous être traités de la même manière. No matter what. Et ça, c'est un très bon point qui est abordé par le film documentaire, d'ailleurs, The Red Pill. Ouais. Sur toutes ces injustices ou toutes ces inégalités dans la justice entre hommes et femmes. Juste comme ça, c'est un documentaire, on l'a mentionné dans le premier podcast. C'est absolument incroyable. C'est par une féministe. Elle était une féministe endurcie, là. Elle a fait beaucoup de documentaires. Son nom est Casey Jane. J. J-A-Y-E, Casey. Le documentaire s'appelle The Red Pill. Il est sorti en 2016. Mm-hmm. Littéralement, tu as une féministe endurcie qui va interviewer, ou en tout cas parler avec des gars. Passer en entrevue. Elle va passer en entrevue des hommes qui font partie du Men's Rights. A voice for Men. Ouais, exact. Ouais. Ben, pour le droit des hommes, en gros, la traduction rapide. C'est des activistes du droit des hommes. Fait que penser le mouvement féministe, c'est un mouvement masculiniste. Je suis pas trop sûr comment est-ce que tu dirais ça. Mais pas vraiment, parce qu'ils s'inscrivent pas dans la même lignée que le féminisme de troisième vague qui littéralement haït les hommes. Mais encore là, moi, quand je parle de féministe, je pense tout le temps du deuxième. Parce que le premier, pour avoir le droit de vote, ça c'est sans équivoque. Être représenté de la même façon à la loi, avoir les mêmes droits, ça c'est sans équivoque. Le deuxième vague de dire qu'on peut travailler, qu'on peut faire ci comme un homme, 100% d'accord. Moi, je suis un fervent de la meilleure personne pour la job. Je me casse. Tu peux être noir, mauve, orange. Tu peux être une femme. Tu peux être un panda. For all I fucking care, je m'en calisse. Mais c'est ça. Ces hommes-là se battent pour l'équité, surtout quand ça vient à la justice. Puis pour le mettre en perspective un peu, ça vaut la peine. Là, elle mentionne à un moment donné, puis ça, je serais curieux de voir comment d'hommes savent ça. Mais elle disait qu'une femme sur 3 faisait face à de la violence conjugale. D'après les études qu'elle sort en 2016, puis personnellement, je pense que ces études sont... Il n'y a pas grands hommes qui vont rapporter ça. Il disait que comparativement aux femmes, on parlait de 1 pour 4. 1 sur 4. Hey, ça m'a brûlé dans la cervelle. Puis ensuite de ça, elle commence à parler du fait que non seulement que les chances sont que c'est égal, qu'il n'y a aucun centre. Je pense qu'elle disait qu'aux États-Unis, il y en avait un. Un seul. Il y avait un centre d'aide pour les hommes, puis c'est une femme qui la roulait. Yeah. Puis la femme, elle passe son entrevue à cette femme-là, puis elle explique comment elle s'est fait haïr par les féministes parce qu'elle a un centre pour aider les hommes. Mais c'est ça qui est vraiment drôle. C'est une femme qui a ouvert un centre pour hommes parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Mais il y a des centaines de centres pour femmes.
Puis je suis pas en train de dire qu'il ne devrait pas en avoir pour les femmes. Là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Il devrait en avoir plus que ça, s'il y en a besoin de plus que ça. Mais l'hypocrisie de dire qu'il n'y en a aucun pour les... qu'il y en a un pour les hommes, puis qu'il y a quasiment autant d'hommes qui se font abuser. Puis non seulement ça, comme si ça c'était pas assez, l'hypocrisie que j'ai vu des femmes frapper des hommes. Je l'ai vu dans ma face, je l'ai vu sur des films, je l'ai vu partout. Puis les femmes se retournent puis ils trouvent ça drôle. Fait qu'attendez un peu, là. Ça, c'est un concept que ça fait longtemps que j'essaie de comprendre, puis je le comprends pas du tout, là. Je me suis entraîné avec des filles qui étaient des tueuses, là. Que cette fille-là, elle met sa main sur un homme, 95% de chances que le gars, il en mange une tabarnak, là. Fait que je suis en train de te dire que ces filles, il y a beaucoup de filles, pense pas que c'est parce que c'est une fille qu'elle peut pas te faire mal, puis que t'es un homme, que t'es plus gros, là. Ça, enlève-toi de ton cheval, là, puis réalise que t'es faible, toi aussi, là. Mais... le fait que c'est acceptable c'est pas acceptable pour un homme de frapper une femme, mais que c'est acceptable on en rit. Ben, j'irais même plus loin. C'est non seulement acceptable, mais c'est aussi utilisé médiatiquement. Regarde n'importe quel film. Ouais. Bien souvent, l'homme va être un vrai Homer Simpson ou un Peter Griffin, un gars stupide, complètement comme... Sont bons ces shows-là, par exemple. Ouais, ça reste drôle. Ouais, absolument. D'accord? Ça reste drôle. Mais ça va au-delà de juste un show pour divertir. Combien de publicités tu vois l'homme essayer de faire quelque chose, puis il y arrive comme si c'était comme... vraiment pas. Puis la femme arrive derrière en sauveur. Ouais. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Je dis pas que ça n'arrive jamais, mais c'est surutilisé et c'est une méthode que les gens ne connaissent pas. Ça s'appelle tout simplement la misandrie. L'inverse, qui est tout aussi horrible, ça s'appelle la misogynie. Tout le monde connaît ça. Ouais, absolument. D'accord? Tu critiques quelque chose du féminisme, on va te traiter de misogyne sans aucune raison. Même si ta critique est très valable et très rationnelle. Alors que c'est tout à fait accepté d'être un... misandriste. Ouais. Maintenant que je ne vais pas te corriger. La haine de l'homme est tout à fait acceptée et on va même créer tout un vocabulaire derrière qui gravite autour de quoi? La masculinité toxique. Oh. Hey, ça, c'en est un que... Hey, peux-tu t'imaginer si je commençais à aller sur les médias sociaux puis dire que la féminité, elle est toxique? Que la raison que tous les problèmes de la planète qui existent parce que parce que les femmes sont toxiques. Et tabarnak. Je pense que je perdrais ma job. De dire ça, mais c'est tout à fait acceptable pour des femmes, même des hommes. Hey, eux autres, je leur colle, ils seraient une claque en arrière de la tête. T'es un homme, ce petit gros sans dessin. Ben, je pense que notre premier ministre en fait partie de ça, là. Du genre d'homme qui se considère féministe de troisième vague, t'es comme attends un peu. Fait... Ah, c'est un homme? Fait que dans le fond, t'es aussi bien de prendre ton couteau, t'enlever le pénis, puis les gosses, puis les crisser dans ta sacoche. C'est n'importe quoi, là, mais... Est-ce que c'est possible que certains hommes qui sont toxiques? C'est clair. Mais il y a certaines femmes qui sont toxiques aussi. Puis je blâme pas l'entièreté des femmes pour les cas qui sont extrêmes. En généralité, les femmes sont bien correctes, puis en généralité, les gars sont bien corrects aussi. Mais de commencer à dire que tous les problèmes de femmes, tous les problèmes que les femmes auxquels font face sont à cause que les hommes sont toxiques. Et tabarnak, c'est fort, ça. Comment est-ce que c'est supposé être... Comment est-ce que tu es supposé d'accepter un message comme ça? Puis ça, c'est... Il y a une des amies de mon ex qui a étudié à l'université. C'est une fille qui a passé sa vie à l'université. Je pense qu'elle graduera jamais parce qu'elle fait juste faire un autre après un autre après un autre, là. Puis elle se spécialise dans les... études humaines, là. Les sciences humaines. Les sciences humaines, exact. Puis, à un moment donné, je l'ai reçue chez nous. Puis, on parle, genre. Puis, elle a parti sur un spiel de comme 15 minutes me disant que elle, au travers de l'université où elle étudie,
elle donne des présentations à des hommes, à des jeunes hommes, là, des gars qui commencent l'université, même des gens avant ça, puis elle leur dit qu'ils sont toxiques. Elle leur dit que la façon qu'ils agissent, la façon qu'ils se sentent, c'est toxique. Je me rappelle être assis sur mon divan, là, puis je vais pas mentir que j'étais bleu. J'avais promis à mon ex de ne pas parler de politique ou de point de vue là-dessus. Mais quel droit une personne comme ça a? Elle habite encore chez ses parents. Elle a 30 ans, elle habite chez ses parents. Elle n'a jamais été dans une vraie relation. Tout ce qu'elle a appris, ça vient de l'école. Elle n'a jamais rien vécu dans sa vie. Puis elle est capable de me dire que c'est acceptable d'aller parler à des jeunes hommes puis de leur dire que la façon que leurs hormones les font sentir, c'est un problème. Ben, tu sais, on s'entend que le milieu universitaire, académique universitaire, est complètement hijacked par le marxisme et le postmodernisme. Ben, c'est très de la gauche, on va appeler ça de même. Là. Oui, mais tu peux être de la gauche et quand même être ouvert à certains idéaux. T'as raison. Moi, j'ai aucun problème à débattre de n'importe quoi avec quelqu'un de libéral. Sauf que débattre avec quelqu'un qui est ce qu'on appelle un gauchiste, un leftiste, vaut mieux courir vite. Parce que peu importe ce que tu dis, tu vas être le mal. Le mal dans tous les sens du terme. Ouais, il y a une bonne le mal. Il y a une bonne expression en anglais pour ça qui dit que c'est comme jouer aux échecs avec un moineau. Ouais. Tu gagneras jamais parce que tout ce qu'il va faire, c'est chier partout sur la board. Puis non seulement ça, mais même s'il perd, il va danser puis il va t'écœurer comme s'il a gagné. Ouais. Puis il va s'envoler et il va te laisser à toi le soin de tout ramasser. Mais je ne me rappelle plus où est-ce que je voulais en venir avec ça. Rapproche ton micro. Lors du deuxième débat avec Joe Biden que Trump a eu. Ça, c'est récemment. Là, oui. Qui était d'ailleurs bien supérieur au premier. Le premier, t'as pas fort. Le premier, ça faisait dur. C'était un cirque. Shut up, man. Come on, man. Hein? Believe me. Mais la dame qui posait toutes les questions, je ne me rappelle plus de son nom, brillante, elle pose la question à Donald Trump, pourquoi est-ce qu'il a aboli le programme d'enseignement racial, de la théorie raciale et théorie des genres dans les institutions étatiques. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que dans les institutions américaines, lorsque tu étais un nouvel employé de la Banque fédérale X ou Y, dans la Banque fédérale, c'est pas... Ça appartient pas au gouvernement, ça. Exactement. Federal Reserve. Un autre podcast. Mais n'importe quelle institution gouvernementale, tu devais passer par un nombre d'heures X sur la théorie raciale et la théorie du genre. Et ça, ce que les gens ne savent pas, c'est que ce que ça veut dire littéralement, c'est on t'enseigne qu'en tant que blanc, tu es fautif de tout ce qui s'est passé dans le passé qui ont été causés par les Blancs. Si tu es un homme, tu es fautif de facto d'être toxique. Exact. C'est Kristen Walker qui était la moderator en 23 octobre 2020. Mais encore là, ça tombe, on a parlé de Joseph dans le dernier podcast, puis ça c'est une autre affaire, je vais le ramener encore, je vais le rapporter, excuse-moi, parce que c'est quelque chose que je trouve absolument écœurant de l'idée de la Pléiade, qui est d'avoir des gens de 18 ans comme des gens de 65. Puis pour ceux qui n'ont pas écouté le premier podcast, Joseph est un gars d'à peu près 22-23 ans. 6 pieds 2, 6 pieds 3, un bon 2,20, 2,30 livres. Là. Ça va être... il va être une méchante pièce d'homme. Brillant comme individu. J'adore tellement ce gars-là. Puis justement, il est à l'université, puis il nous parlait de ce qu'il voyait. Justement, je ne sais pas à quoi il pensait, mais il a décidé de prendre des classes en sciences humaines. En sociologie. Mais pourtant, la sociologie en tant que telle... C'est vraiment un bon... Ça, c'est le genre de sujet que j'étudie par moi-même. Là. C'est très intéressant, sauf qu'encore une fois...
montre-moi un professeur de sociologie qui n'est pas dans l'idéologie marxiste. Ouais. Moi, personnellement, dans tout mon cursus scolaire et universitaire, Ouais. j'ai peut-être eu 2 professeurs qui étaient de centre droit. Ouais, ça encore là, c'est un autre... Ça, je pense que c'est un autre Red Pill moment pour moi, ça. Puis, justement, un Red Pill moment que j'ai eu lors de mes cours d'université, c'était un cours sur les États-Unis, l'histoire des États-Unis. Ah, tabarnak, ça doit être le fun, ça. Et on passait à travers la guerre de sécession, la création du Parti républicain, donc précédant la guerre de sécession, Ouais. l'élection de Lincoln, par la suite, tous les, pas les changements idéologiques, mais on nous expliquait qu'il y avait eu ce qu'on appelle un grand switch. OK. OK? Ouais. Je vais t'expliquer. Le Parti républicain a été créé pour combattre 2 fléaux qui gangrénaient les États-Unis à cette époque, milieu du 19e. Ouais. Premièrement, la polygamie. On n'y pense pas beaucoup, mais il y avait énormément de communautés religieuses qui pratiquaient la polygamie. OK. D'accord? Deuxièmement, l'esclavage. Ouais. L'esclavage C'était un gros problème. Gros problème, effectivement. Mais c'était un problème pour un certain groupe aux États-Unis, et c'était quelque chose qui était largement accepté dans le monde entier à cette époque-là. Il ne faut pas voir les gens comme massivement anti-esclavagistes à cette époque. C'était extrêmement rare d'être anti-esclavagiste. Ouais. Suite à la création de ce parti-là, qui est le Parti républicain, certains conflits, puis là je résume de manière très simpliste, Ouais. certains conflits ont émergé entre sociologiquement les États du Nord et du Sud. Ouais. On pense que c'est à cause de l'esclavagisme, alors que ça c'était une question qui était complètement mise de côté bien avant les conflits sécessionnistes. Ce qui a créé la sécession, c'est que le Nord voulait créer une fédération centralisée avec un gouvernement à Washington, alors que le Sud était étatique et voulait mettre de l'avant le droit, le states' right, le droit de l'État. Il voulait être une confédération. C'est-à-dire que chaque État était extrêmement indépendant, avait son propre gouvernement, pouvait lever ses propres armées, mais il y avait une certaine entente cordiale entre tous ces États. Une confédération. On fait partie du même pays, mais on est tous indépendants. Exactement. Et le conflit, il était là. Ça, c'était le nerf de la guerre. L'esclavagisme, il était secondaire. D'accord? Ensuite, effectivement, ça a été utilisé pour mettre fin au conflit et pour mettre tout le monde d'accord. Mais à la base, l'esclavagisme n'était pas le déclencheur du conflit. Autre moment Red Pill de ces cours-là, lorsque nous avons abordé l'histoire du Ku Klux Klan. Oh boy, le KKK. Le KKK, aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, il est assigné aux républicains, aux méchants conservateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les États du Sud, à majorité démocrate, avaient continué quand même à mettre en place certaines lois ségrégationnistes, ce qu'on appelle les Jim Crow Laws. Ça vaut la peine, si vous savez pas c'est quoi, d'aller regarder les lois de Jim Crow. Là. C'est ignoble. Ça vient des démocrates. Effectivement. La manière d'implémenter, ou plutôt de faire peur à la communauté noire pour qu'ils respectent les lois de Jim Crow, la police n'était pas d'assez. Ils avaient besoin d'une certaine milice, et donc cette milice-là, créée par des gens du Parti démocrate, ont formé le Ku Klux Klan. Il n'y a eu aucun grand chef du Ku Klux Klan qui n'a été républicain. Même David Duke est devenu par la suite un républicain, mais était démocrate avant. Le mentor de Hillary Clinton et de Joe Biden est un Klansman. Nice. Ça, t'en entendras jamais parler. Jamais parlé. Non. Et on parle bien sûr du grand switch. Pendant le mouvement des droits civiques, il y a eu comme un grand switch. Les républicains sont devenus les méchants et les démocrates les gentils.
Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que même s'il y avait à certains moments, effectivement, pendant les droits civiques, un président démocrate ou même républicain, ce n'était pas de leur impulsion que les droits civiques ont été déclenchés. Mhm. C'était non seulement à cause de gens comme Martin Luther King, Ouais. républicain, ouais, mais ça t'en parlera pas de ça. et surtout ceux qui votaient les lois, bien sûr, encore aujourd'hui, c'est le Congrès. Ouais. Les lois des droits civiques, donc c'est-à-dire le droit de vote pour les Noirs, Mhm. l'égalité devant la justice pour les Noirs, ainsi de suite, ont été votées à vaste majorité par la portion républicaine des congrès. Je pense que c'est quelque chose comme 100% des républicains ont voté pour le droit de vote des Noirs Mhm. et seulement comme 2 ou 3% des démocrates ont voté pour. Maintenant, le seul switch qu'il y a eu, c'est des 21 ou 23 députés démocrates qui avaient voté contre ces projets de loi. Il y en a un seul qui est devenu républicain. Et on base tout le mythe du switch sur un seul dude qui est passé du camp démocrate à républicain. Mais on parle pas du fait qu'ils étaient tous républicains, ceux qui ont voté en Effectivement. faveur. La première sénatrice noire démocrate, je pense que c'est 1994, Ouais. quelque chose comme ça. Le premier député noir républicain, 1880 et quelques. Ouais. C'est, Et d'ailleurs, pour continuer dans ce mouvement Red Pill-là par rapport à tout ce domaine de l'histoire, j'invite les gens à écouter le film documentaire Uncle Tom. je m'en allais te couper pour dire regardez ce document. On l'a regardé ensemble. Effectivement. C'est assez fou. Puis, écoute, moi personnellement, je n'irais jamais assumer que parce que la couleur de ta peau est noire, tu dois voter démocrate. Ça n'a tellement aucun rapport. Sauf qu'aujourd'hui, voir ensuite qu'une personne noire vote républicain, on dit « What's wrong with you? He's an Uncle Tom. He's an Uncle Tom. » C'est ça? Puis ça, pour vous le mettre en perspective, pour ceux qui connaissent peut-être pas l'expression Uncle Tom, ça veut dire qu'en gros, ça représente le temps des esclaves où tu étais du côté de ton la personne qui te mettait tes chaînes, dans le fond. Exactement. Dans le fond, il traite de noir qui est un blanc, dans le fond. C'est ça qu'ils te disent en tapant Uncle Tom. Sur la plantation, il y avait toujours un ou même plusieurs esclaves qui étaient bien plus à la solde de l'esclavagiste et qui agissaient de manière tout aussi atroce envers les esclaves. Exact. Puis ça, de là vient l'expression dans Uncle Tom. Django Unchained. Il est-tu écœurant, ce film-là? J'ai tellement vu plein de fois. Comment est-ce qu'il s'appelle? Voyons, Jamie Foxx. Non, c'est celui qui joue le Uncle Tom de DiCaprio. Il est écœurant. Voyons, asti, il est dans toutes les crises de films, ce gars-là. On aurait dit Samuel L. Jackson. Merci. Samuel L. Jackson. Samuel. Il est Puis là, ça, je mentionne, ça n'a aucun rapport avec le podcast, là, mais les memes qui sortent de DiCaprio qui vient de ce film-là. Hey, je pense que c'est mes memes préférés que j'ai jamais vus. 10 ans après le film, tout le monde en parle. Écoutez, ça fait 1h quasiment et 5. C'est que ça va vite quand on parle de choses cool. Je vais vous rappeler une couple d'affaires. Honnêtement, on a parlé du documentaire Red Pill. Honnêtement, là, je l'ai acheté, celui-là. Je l'ai regardé plein de fois. Ça vaut tellement la peine. Non seulement ça vaut la peine de le regarder, mais ça vaut la peine de le regarder avec votre conjoint qui est peut-être un peu féministe, votre mère qui est peut-être un peu féministe, votre sœur. Les laisser l'écouter, puis juste d'avoir une discussion après. Je vous invite à faire ça. Je vous invite à faire la même chose avec Uncle Tom. Ça pourrait être un podcast in itself. Là. Le documentaire, c'est une... Wow! Puis une chose que je voudrais rappeler, c'est que je vais mettre l'information dans les commentaires du podcast du groupe La Pléiade. Je vous invite fortement de venir de envoyer une requête. Le groupe va être privé, mais vous allez être capable de le trouver. Il sera plus secret. Puis je vous invite de venir justement, puis de venir participer à ces conversations-là, justement. C'est exactement l'idée du groupe.
Fait que, je sais pas, Damien, fac, ça c'est québécois en crise. Fac. Fac. Que t'as le gros big. As-tu d'autres choses à rajouter avant qu'on termine? Mon mot de la fin pour moi, c'est douter. Douter du discours officiel. Mais douter intelligemment. Ça veut pas dire que tout est faux de ce qu'on entend, mais il y a toujours une vérité qui est, je veux pas dire cachée, mais qui n'est pas dite exactement. Je suis d'accord. Donc, doutez de tout ce que vous entendez et faites vos propres recherches vers des sources légitimes. Puis ça, c'est exactement le but de la Pléiade. On vous laisse là-dessus. Peace! Tata!